Merci Aurélien pour ta présentation, merci à vous. C'est un plaisir de vous voir nombreuses et nombreux ce soir dans un amphi qui est plein. Je mesure l'effort que représente le fait d'être présent soit après une journée de cours, mais je vois qu'il y en a a priori qui ne viennent pas de leur journée de cours mais qui viennent de l'extérieur. Donc je sais l'effort que c'est de venir un soir à 18h, maintenant 18h30 pour écouter un propos politique. Vous dire aussi qu'il y a effectivement, comme l'a dit Aurélien, à peine quelques mois, j'étais de votre côté en train de regarder et d'écouter un orateur politique et que c'est pour moi aussi un signal que je veux vous envoyer aux plus jeunes d'entre vous. C'est que, bien évidemment, vous vous tenez informés et c'est tout à votre honneur et demain vous serez, comme moi et comme d'autres, les acteurs de la vie politique de notre pays, sinon que vous l'êtes déjà sans doute. Donc voilà, c'est aussi le message que je viens vous porter. Je viens porter aussi un message qui est dans le contexte que vous connaissez et qu'on va prendre le temps de détailler un peu ce soir, qui est un message d'appel à la mise en mouvement et à la mobilisation, parce qu'elle est ô combien nécessaire. Je remercie les organisateurs de cette conférence, l'association AREN qui m'a invité, et également les étudiants insoumis lillois qui sont très actifs dans les différentes facultés et différents lieux d'études lillois et qui tiennent à votre disposition également pour la suite si toutefois vous étiez tenté de venir nous rejoindre. Alors, cette conférence, elle prend place après 6 mois du quinquennat d'Emmanuel Macron, donc encore à un stade de démarrage, il faut bien le dire, et pour nous, députés, après 4 bons mois, disons presque 5, d'expérience au sein de l'Assemblée nationale. Alors, 6 mois pour certains, ça peut paraître déjà un peu court pour tirer des conclusions. Moi, je considère qu'au vu de la pente qui est prise et de la trajectoire qu'assume Emmanuel Macron, 6 mois, ça nous donne déjà l'occasion de tirer effectivement quelques conclusions. Vous avez pu voir d'ailleurs que certains sondages, et même s'il faut, c'est notre tradition, toujours les prendre avec des pincettes, certains sondages d'opinion sont parus ces dernières 48 ou 24 heures, qui indiquent quel est l'état de l'opinion au regard de ce que fait Emmanuel Macron et de ce que fait son gouvernement. Et l'on voit que 10 à 12% des Français seulement se disent satisfaits de ce qui est en train de se faire. Une large majorité est opposée à la politique du gouvernement. J'ai noté que 61% des Français s'opposent à la politique budgétaire, on y reviendra tout à l'heure, mais laquelle veut notamment favoriser les plus riches de ce pays, notamment par la suppression de l'ISF. Et fait intéressant, qui va peut-être surprendre ceux qui sont déjà mobilisés contre les ordonnances, mais une majorité de la population, oui, soutient la mobilisation. Et pourtant, nous ne voyons pas de déferlante dans la rue. Et j'ai noté aussi que ces derniers temps, l'actualité se fait le jeu du fameux coup de blues prétendu de Jean-Luc Mélenchon. Bon, moi, je peux témoigner personnellement que de coup de blues, il n'en est rien. Il y a juste un constat lucide à cette étape de ce qu'est la mobilisation contre ce qui constitue un bond en arrière colossal dans toutes sortes d'acquis sociaux, et notamment sur la question du Code du travail, j'y reviendrai dans un instant. Faire un petit point d'étape aussi avec vous sur finalement ce que suppose le mandat de député. Il y a derrière nous là 4 mois de mandature. Alors, le groupe auquel j'appartiens, vous le savez, le groupe France Insoumise, nous ne sommes que 17. Alors 17, c'est un nombre suffisant pour avoir un groupe parlementaire, puisque pour ce faire, il faut être 15. Mais c'est un groupe, effectivement, qui a un rapport de force pour lui qui est assez défavorable au regard de la majorité écrasante qu'il a en face de lui. C'est sûr qu'à 17, je vais inclure le groupe communiste avec qui on travaille beaucoup sur beaucoup de sujets à l'Assemblée. Nous sommes une trentaine à nous battre contre une majorité qui est écrasante, de plus de 300 personnes. Et donc il y avait finalement un choix à faire. Certains auraient pu choisir de faire la politique de la chaise vide, de ne pas participer aux travaux de l'Assemblée, ou en tout cas moins que ce que nous faisons, et d'aller continuer à faire uniquement de l'agitation politique sur le terrain. Et nous avons pris le pli, sur tous les dossiers et à 17, d'être très engagés. Ce qui explique aussi le fait que, pour l'instant, vous ne m'ayez pas beaucoup vu ici, parce qu'on a été beaucoup pris par l'Assemblée et par son travail parlementaire. On en est au stade, là, où pendant la séquence budgétaire, ça représente des semaines où, plutôt que d'être dans la semaine type du député qui voudrait qu'on soit à Paris du mardi au jeudi et qu'on soit en circonscription du vendredi au lundi, en réalité, là, on est plutôt sur un rythme qui veut que nous soyons à l'Assemblée du lundi au vendredi et du petit matin à l'autre petit matin, avec y compris les séances de nuit. C'est la marque de fabrique aussi de ce gouvernement qui va assez vite et fort, Emmanuel Macron l'avait dit, et c'est clair que moi, avec le peu de recul dont je dispose, je peux vous dire que la 5e République sous Macron, c'est pas la 5e République sous Jacques Chirac, c'est évident, ça va beaucoup plus vite. Et donc on est sur beaucoup de dossiers en même temps impliqués, et à 17, ça demande énormément de travail. On a une ambiance de travail qui est très studieuse, avec beaucoup de collaborateurs qui sont
non seulement des gens qualifiés, mais en plus, c'est beaucoup de jeunes d'ailleurs, qui sont des militants. Et donc, il y a aussi dans l'approche de notre engagement quelque chose de particulier. Je peux témoigner d'ailleurs du fait que si vous vous impliquez vraiment dans votre mandat de député, vous n'avez pas le temps de cumuler les mandats. Ou alors, je demande qu'on me l'explique, mais à part cumuler les médailles sur le mur, je ne vois pas ce que vous pouvez faire. Mais si vous voulez vous impliquer dans votre mandat, il y a du boulot plus qu'il n'en faut, y compris parce que des fois vous voyez que l'hémicycle n'est pas toujours plein. Alors il y en a qui sont plus ou moins présents, mais il y a aussi le fait que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'à côté de l'hémicycle, il y a les travaux en commission. Moi je fais partie de la commission des affaires sociales. J'avais décidé de prendre celle-là à la fois par des affinités, mais aussi parce que je savais que c'était une commission où on allait le plus travailler. J'avais envie aussi de me dire, voilà, c'est l'occasion lors d'un premier mandat et à mon âge en plus d'apprendre un maximum de choses. Et donc la commission des affaires sociales, pour faire court, son domaine de compétence va du droit du travail, ce qui m'a amené notamment à mener le combat avec d'autres, mais en priorité sur la question des ordonnances, et également la santé, en passant par les questions de handicap, de dépendance. Bon voilà, c'est très très large. Bon voilà, donc vous l'avez vu, on s'est réparti les tâches avec les différents députés. Je crois qu'il y a eu il y a peu une conférence, c'était ici même, donc de Hugo Bernalicis et Daniel Obono, qui ont mené notamment la bataille contre la transposition dans le droit commun de bon nombre de dispositions de l'état d'urgence. Et effectivement, ça va continuer comme cela. Alors, je le disais, on a en face de nous une majorité pléthorique de députés d'En Marche. Et finalement, nous avons fait ce choix aussi dans la manière dont nous nous adressons à eux dans l'hémicycle, de nous laisser penser que peut-être, oui, on pourrait en convaincre certains. C'est vrai que à la France Insoumise, nous sommes des militants politiques convaincus, jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas avec déjà une expérience politique derrière nous, et nous avons un rapport à la politique qui est effectivement assez solide, et on a en face de nous une majorité qui est composée de gens qui ont été soit recyclés d'autres partis, soit qui sont venus à la politique par l'effet de la vague Macron, mais beaucoup en fait qui se sont raccrochés à cette vague victorieuse, et qui donnent, je dois bien le dire, et après je sais que peut-être tout le monde ne partagera pas mon avis, mais qui donnent parfois l'impression de ne pas mesurer véritablement ce qu'ils sont en train de faire, notamment sur la question des ordonnances, ou j'y viendrai sur la question de la sécurité sociale. Et donc c'est vrai qu'on essaye de nous adresser à eux, comme à n'importe qui dans la rue lorsque nous étions en campagne, en disant peut-être qu'on va pouvoir, sinon les convaincre, en tout cas peut-être ébranler quelques certitudes. C'est le pari que nous faisons, et je dois dire qu'en 4 mois, même si pour l'instant c'est clair que nos amendements ne sont pas acceptés, et loin s'en faut, il y a effectivement des thématiques sur lesquelles certains députés de la majorité viennent nous voir et nous disent bah oui, sur tel point, sur tel angle, nous n'avions pas mesuré les choses comme vous, mais vous avez raison sur tel point ou sur tel autre. Et donc je me dis que peut-être, à force des semaines, des mois et des années, il ne sera pas impossible que nos amendements trouvent grâce à leurs yeux. Et j'ai noté que dans l'agenda du gouvernement, il y a peut-être des lois, et je pense notamment à la ratification du CETA, qui permettront sans doute d'avoir quelques fragilités au sein de la majorité pour éviter que le Parlement devienne finalement une chambre d'enregistrement des desiderata du gouvernement, parce que tout simplement c'est assez malsain pour la démocratie, il faut dire franchement les choses. Donc voilà, en tout cas, vous avez un groupe concernant la France Insoumise qui s'implique sur tous les sujets et qui est une opposition farouche et frontale quand il le faut, mais pas une opposition par principe. J'aime autant vous dire que, notamment dans la session extraordinaire de l'été que nous avions eue, la France Insoumise a souvent été le premier groupe à l'initiative d'alliances ponctuelles les plus larges dans cet hémicycle, lorsque tout simplement il s'agissait d'aller dans le bon sens. Et puisqu'on est aujourd'hui dans la vague des révélations des Paradise Papers, eh bien, par exemple, la question du verrou de Bercy, qui fait que ce ministère garde le monopole sur les enquêtes fiscales, eh bien, lors de la fameuse loi, vous savez, sur la moralisation, bon, en vérité, on n'a pas moralisé grand-chose, hein, mais sur la loi de moralisation, nous avons, la France Insoumise, été à l'initiative de l'alliance la plus large dans l'hémicycle, y compris avec la droite, qui était en accord avec nous sur le fait de lever ce verrou de Bercy. C'est aussi pour vous dire que quand on dit la France Insoumise, c'est juste des contestataires sectaires, non, c'est peut-être même les moins sectaires de la bande, puisque on a même vu ce fait, qui va peut-être vous amuser, que, bien sûr, les débats parfois durent assez tard, et il y a eu un moment, moi, qui m'a beaucoup amusé pendant l'été, sur un amendement précis que déposait En Marche, un amendement de la majorité, nous étions d'accord avec eux. Et donc, comme c'est l'usage, quand vous êtes d'accord avec un amendement, et d'ailleurs aussi quand vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez prendre la parole pour défendre l'amendement de celui qui l'a défendu avant vous, ou alors pour vous y opposer. Et il s'avère que mon camarade Éric Coquerel décide de monter à la tribune pour défendre un amendement de la majorité. Comment ont-ils voté? Les mecs se sont réveillés, ils ont dit « Ah, qui l'a défendu? Éric Coquerel, on est contre ».
Voilà. Et donc ils ont voté contre leur propre amendement. Voilà parfois ce qui peut se passer au sein de cette majorité. Donc, alors après, vous l'avez vu aussi, dans la manière dont nous essayons d'engager le débat parlementaire, on essaye de faire en sorte que les débats puissent être intelligibles à l'extérieur. Il y a besoin de décloisonner le débat. Il ne faut pas faire en sorte que les débats restent à l'intérieur de l'Assemblée. On essaye toujours de veiller à ce qu'à l'extérieur, ça puisse être repris. Alors là, les journalistes nous disent oui, c'est la stratégie du coup d'éclat permanent, vous mettez pas la cravate. La cravate pour nous était un non-sujet, mais c'est devenu un vrai sujet pour les médias. Vous ramenez des paquets de pâtes et de riz dans l'Assemblée. Mais oui, mais tout simplement, on essaye de faire en sorte que les choses soient moins techno et que ça puisse être compris à l'extérieur. Et moi, j'observe avec joie que vous êtes nombreuses et nombreux à nous dire eh bien, avant la chaîne parlementaire, on en faisait usage de somnifères, et puis que vous êtes arrivés, on ne sait plus dormir. Voilà ce qui se passe. Les débats parlementaires sont vraiment en train d'intéresser les gens, et moi qui ai l'habitude depuis quelques années de faire des revues de presse, alors est-ce que c'est simplement l'effet début de mandature, je ne sais pas, mais j'observe qu'en tout cas, ce que fait le Parlement intéresse davantage, et qu'on en parle davantage aussi qu'auparavant. Donc de ce point de vue, je considère que c'est aussi un succès. Et puis, également, il y a ce fait que le mouvement politique auquel j'appartiens, et je conclurai tout à l'heure mon propos par là, le mouvement de la France insoumise, est toujours à l'action. Et alors que le mouvement avait d'abord été pensé comme un mouvement qui venait en appui d'une candidature, en l'occurrence celle de Jean-Luc Mélenchon, eh bien on observe que le mouvement continue comme s'il était encore en campagne. Les journalistes me disent « mais vous êtes encore en campagne, la France insoumise ?» Ben oui, comprenez qu'on sera en campagne jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'accession au pouvoir. Parce que pour nous, le fait d'avoir des élus, c'est qu'une étape intermédiaire. Et oui, notre objectif reste non pas d'être cantonné au rôle d'opposition, mais d'être demain, le moment venu, le recours à cette majorité. Bon, voilà sur l'entrée en la matière. Si on est là ce soir, et si je m'adresse à vous, c'est aussi pour vous dire que ce climat, finalement, note ce fait que la présidentielle n'a rien réglé. Et finalement, le climat qu'il y a dans le pays 6 mois après l'élection d'Emmanuel Macron, malgré la révolution qui nous était promise, parce que c'est quand même le titre que portait son bouquin avant qu'il soit élu, ben finalement, il y a un climat qui montre que rien n'a changé en profondeur et que les petits changements à la marge ne vont pas non seulement dans la direction et en plus au rythme qu'il faudrait pour pouvoir impulser notamment le changement sur les points que nous avons identifiés pendant la campagne. Par ailleurs, il y a un fait quand même qui fait aussi que les Français ne sont pas très nombreux à être satisfaits d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils sont finalement assez peu en quantité à avoir voté pour lui, puisque le phénomène principal des élections présidentielles législatives, c'est d'abord l'écrasante abstention, qui est un défi pour nous tous. Et si vous regardez de près le rapport de force au premier tour de l'élection présidentielle, pareil, on nous a souvent dit, vous rejouez le match parce que vous n'êtes pas content, et nous on le dit, 7 millions de voix pour Jean-Luc Mélenchon, il s'en est fallu à 600 000 voix qu'on atteigne le deuxième tour. Ça provoque surtout cet effet qu'aujourd'hui, quand vous baladez dans la rue, vous avez à peu près, statistiquement, autant de chances de tomber sur un électeur d'Emmanuel Macron que sur un électeur de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est aussi le propre de cette 5e République. Et vous avez un mouvement qui a fait 7 millions de voix, qui a 17 députés, et en face de lui, une majorité de 300 députés. Ça pose aussi la question de la démocratie et du scrutin, en tant que tel, de la 5e République que nous avions posée pendant l'élection présidentielle. Pendant l'élection, vous vous en souvenez sans doute, pour celles et ceux qui se sont intéressés à notre programme, nous avions identifié des grandes urgences auxquelles il fallait s'attaquer. L'urgence démocratique d'abord, avec ce fait que oui, pour nous, la 5e République est à bout de souffle et qu'il faut en passer par une constituante pour passer à la 6e République. Nous avions insisté sur le fait qu'il n'est pas tolérable que dans la 5e puissance économique du monde, la 2e puissance économique de l'Union européenne, eh bien, il y ait de plus en plus de pauvres, et qu'aujourd'hui il y ait 9 millions de pauvres, alors que ce pays n'a jamais été aussi riche de son histoire. Il y a également la question écologique, et on voit bien à quel point elle est prégnante aujourd'hui, alors que l'ONU vient de nous rappeler à l'ordre sur le fait que même les conclusions de l'accord de Paris vraisemblablement ne seront pas respectées, et que les 2 degrés qui étaient visés, vraisemblablement, c'est déjà un objectif qui est presque perdu. Et ça nous met, qu'on le veuille ou pas, au pied du mur. Nous avions identifié aussi la question européenne, et vous allez voir qu'elle reviendra très vite dans le débat. Parce que oui, il faut assumer ce fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne, pas en tant que telle, on ne va pas essentialiser la question européenne, mais en tout cas l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, jugule les capacités de faire une autre politique que celle que fait Emmanuel Macron, que celle qu'a fait avant lui François Hollande, et que celle qu'a fait avant lui Nicolas Sarkozy. Et moi, je veux donner cet avis qui est le mien. Et c'est à vous de voir si vous le partagez, mais je pense que ce qui tient aussi au climat un peu morose dans le pays, au regard de ce que fait Emmanuel Macron, c'est que profondément, il y a une continuité idéologique très puissante entre Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron.
Jusqu'à preuve du contraire, aucun de ces trois-là ne remet en cause l'ordolibéralisme économique. Aucun de ces trois-là ne remet en cause les directives européennes. Aucun de ces trois-là ne remet en cause le productivisme. Aucun de ces trois-là ne remet en cause le libre-échange, et vice-versa. Et donc, de ce fait, vous produisez cette idée que finalement, on est là uniquement sur des petits changements à la marge et qu'on n'a pas de changement en profondeur alors qu'il est ô combien nécessaire. Donc, nous avons qualifié finalement ce que faisait Emmanuel Macron en allant vite et fort sur à peu près tous les sujets et dans un contexte de forte abstention et d'un deuxième tour à la faveur d'un duel avec Marine Le Pen. Et nous avons qualifié ça de coup d'État social. Et là, saut debout sur nous, coup d'État social, que des termes violents, qu'est-ce que vous racontez? Mais coup d'État social, oui, pourquoi? Parce que Emmanuel Macron ne cesse pas de nous dire, il l'a dit encore lors de sa première interview télévisée, je fais ce que j'ai dit que je ferais. Alors, premièrement, élection ne vaut pas raison. C'est pas parce qu'il a gagné qu'on ne peut pas lui contester son programme. Premier point. Mais quand bien même, il y a un tas de choses qu'il a fait depuis ces 6 derniers mois qui n'étaient pas annoncées dans le programme. Sur les contrats aidés, ça n'avait pas été annoncé. Le contenu des ordonnances en tant que tel n'avait pas été annoncé non plus. La baisse des APL, pas annoncé non plus. Il y a quelques nuits de ça, le gouvernement nous a pondu comme un cheveu sur la soupe un amendement pendant l'étude du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour supprimer la généralisation du tiers payant. Est-ce que c'était annoncé ça dans la campagne? A priori non. Donc on voit bien qu'Emmanuel Macron finalement considère qu'il a un mandat et il a raison sur ce point de vue, mais il va vite et fort comme s'il avait obtenu un blanc-seing. Nous lui disons non. Par leur bulletin de vote au second tour et par leur abstention écrasante, les Français n'ont pas donné leur accord pour cette politique. Si j'étais presque caricatural, moi aussi, je dirais que le seul mandat qui a été confié à Emmanuel Macron, c'est de battre Marine Le Pen. Rien de plus. Et finalement, il a cette légitimité, que nous ne lui contestons pas, mais il applique un programme sans base sociale. Voilà ce que nous disons. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vous dis que bien des batailles sont loin d'être perdues, si compter qu'il y ait mobilisation. Parce qu'Emmanuel Macron, et on le voit, et ça rejoint ce que je disais à l'entrée de mon propos, Emmanuel Macron n'est pas profondément soutenu dans ce pays, ce n'est pas vrai. Donc, ce soir, moi, je vais revenir sur les 2 points cardinaux de ce début de mandat. Peut-être, si on a le temps, et peut-être par vos questions, on pourra évoquer d'autres sujets, mais je voulais insister ce soir sur 2 grands sujets. L'un qui a été, de mon point de vue, un peu vite évacué par la majorité et qui revient dans l'hémicycle dès 10 jours, qui est la question des ordonnances, puisque oui, l'épisode n'est pas terminé. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, les ordonnances reviennent à l'Assemblée aux alentours du 20 novembre, puisque pour l'instant, le gouvernement a été habilité à légiférer par ordonnance, il a produit ces ordonnances, mais pour qu'elles aient force de loi, le Parlement doit encore les ratifier. Donc je vais venir rapidement sur ce fait, la méthode, mais aussi sur le détail des ordonnances. Les ordonnances poursuivent la feuille de route appliquée depuis maintenant plusieurs années, qui est finalement la feuille de route du MEDEF. Alors, j'avais dit dans l'hémicycle, ce que nous pensions du MEDEF, c'est que le MEDEF a aussi sa légitimité, mais il n'est pas représentatif du patronat, il n'est même pas soumis aux élections de représentation, et il représente pour nous une petite fraction du patronat, laquelle est assez radicale, il faut bien le dire, et ne cesse d'en demander toujours plus. Parce que finalement, c'est le problème de la compétitivité, du manque de flexibilité, qui serait finalement le principal moteur des politiques d'emploi dans ce pays. Et ce que font nos responsables politiques, ce que font les différents gouvernements depuis ces 10, 15, 20 dernières années, c'est attaquer le problème de l'emploi sur 2 fronts. Le front du prétendu coût du travail. Nous disons que le travail n'a pas de coût. Si on croit que c'est le travailleur qui produit la richesse, le travail a un prix, pas un coût. Et la question du manque de flexibilité. Et donc, ces 2 faits font qu'on s'attaque au droit du travail, et notamment au code du travail. Alors, la manière un peu habile de l'amener, c'était la prétendue, vous vous en souvenez, ce débat, l'épaisseur du code du travail, c'est trop épais, c'est trop compliqué. Notez que le code du travail s'est épaissi à mesure des années, d'abord parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions de déroger au code du travail initial, et donc à chaque fois que le patronat a obtenu des moyens de dérogation, forcément le document, par dérogation successive, prenait de la place. Alors moi je vais regarder, parce que là on m'a fourni il y a quelques jours le nouveau code du travail, lequel s'est vu donc absorber les ordonnances. Il me semble, à vue d'œil, qu'il est plus épais, encore, que le précédent. Alors je n'ai pas encore pesé, mais je crois qu'il est plus lourd. Donc si le débat se tient uniquement sur la question de l'épaisseur, je pense que l'adversaire a perdu. On voit bien que ce n'est pas là le sujet. Pour nous, effectivement, il y a bien un problème d'emploi en France, personne ne peut le contester.
Il y a un chômage de masse en France, mais là où eux pensent que c'est un problème de flexibilité, nous pensons que c'est un problème de relance de l'activité et que la réponse n'est pas dans le contenu du droit du travail. D'ailleurs, l'INSEE a publié une enquête il y a peu qui est assez intéressante, qui montre que contrairement à ce que le débat public prétend et ce qu'on dit dans les médias, que c'est bien le droit du travail qui est un frein à l'embauche, finalement l'INSEE a interrogé les employeurs, tous les employeurs, hein, grands groupes et PME, TPE, et leur demande quels sont selon vous les freins à l'embauche, les freins à l'emploi. Figurez-vous que le Code du travail, ils sont seulement 11% à l'évoquer. C'est loin derrière les 28% qui évoquent l'incertitude économique, et notamment la question de l'activité et de son contenu, pour expliquer ce frein à l'embauche. L'OCDE également a fait de très belles démonstrations et d'études, plusieurs d'entre elles sont publiées, vous pouvez les retrouver sur Internet, qui montrent bien qu'il n'y a pas de corrélation entre le contenu du droit du travail et le niveau du chômage. Même pire, vous avez vu que Pierre Gattaz proposait peut-être qu'on fasse un contrôle quotidien sur les chômeurs. Moi, quand Jean-Jacques Bourdin m'a interrogé là-dessus, j'ai dit mais pourquoi pas le bracelet électronique tant qu'on y est aussi. Parce qu'il y a quelque chose d'assez absurde à contrôler autant les chômeurs, ou en tout cas à vouloir autant pousser dans un contexte qui est un contexte de pénurie d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez les chiffres de Pôle emploi, 98% des offres Pôle emploi trouvent preneur. Donc ça veut dire que quand bien même vous mettez un chômeur dans chaque emploi non pourvu, vous avez de toute façon une masse encore considérable de chômage. Ça montre bien que le problème n'est pas celui du droit du travail, mais d'une relance nécessaire de l'activité, laquelle, je ne m'étends pas plus sur ce sujet, mais laquelle est atone d'abord parce que l'économie est hyper financiarisée. Aujourd'hui, 80% des profits ne sont pas réinvestis dans l'économie réelle. Il faut le savoir. 80% des profits s'évacuent dans la spéculation, mais ne vont pas dans l'investissement de l'économie réelle. Et par ailleurs, vous avez aussi les PME et TPE qui sont assez largement écrasées par les grands groupes alors qu'elles sont le tissu d'emploi principal. Le bilan du quinquennat Hollande, d'ailleurs, ça a été un quinquennat où on a déjà beaucoup permis de flexibiliser et de déroger au Code du travail, la loi El Khomri étant passée par là, et on n'a pas vu d'effet sur l'emploi de manière importante, loin s'en faut. Finalement, la loi Pénicaud, cette loi des ordonnances, c'est l'aboutissement d'un processus. Parce que bien souvent, y compris pour éviter des mobilisations de masse, ils sont en capacité de doser ce qu'ils peuvent faire. Mais la loi ordonnance, finalement, c'est la suite d'une longue cascade. Vous avez eu les lois dites de sécurisation de l'emploi, les lois Rebsamen, la loi Macron, la loi El Khomri. Et là, on est sur l'aboutissement du processus avec les ordonnances. Alors, sur la méthode des ordonnances, pour que tout le monde la comprenne bien, c'est une méthode assez autoritaire, pour ne pas dire autoritaire tout court. Là où Manuel Valls, finalement, passait par 49.3, Emmanuel Macron, lui, a cette habileté de l'ordonnance. Alors, en quoi ça consiste? Précisément, ça, il faut que vous l'ayez à l'esprit. Cet été, quand le Parlement a discuté des ordonnances, il n'a pas pu discuter du contenu du droit du travail et de ce qu'allait faire le gouvernement. Le projet de loi sur lequel nous avons discuté à l'été, c'était un projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnance, c'est-à-dire sur quel périmètre le Parlement autorise le gouvernement à faire à peu près ce qu'il voudra du Code du travail. Voilà de quoi nous avons parlé. Pas du Code du travail, de ce à quoi on autorise le gouvernement à en faire ce qu'il veut. C'est d'abord la presse qui nous a annoncé la feuille de route du gouvernement, assez intéressant pour quelqu'un qui dit qu'il fait ce qu'il avait annoncé. Et puis ensuite, nous avons vu, finalement, avec le périmètre, nous avons dû regarder de plus près avec nos collaborateurs et voir avec ce périmètre ce que le gouvernement pourrait faire. Et écoutez, finalement, quand on a lu le contenu des ordonnances, on a vu qu'on ne s'était pas trop gouré sur la trajectoire qui était la leur. C'était assez clair. Donc les ordonnances, finalement, procèdent à un combat contre le chômage qui est un combat perdu d'avance, puisqu'elles ne procèdent pas à une relance de l'activité, elles ne se posent pas la question de la relance de l'emploi, elles se posent la question de, finalement, comment atténuer les droits du travailleur pour que l'embauche se fasse plus facilement. Mais en réalité, moi je le résume de cette manière-là, les ordonnances, c'est un projet de remplacement du chômage de masse par l'emploi précaire. Voilà. On va précariser davantage l'emploi. Peut-être, sans doute, que statistiquement, ils arriveront à nous faire la démonstration que le chômage a baissé, mais à la faveur de quelque chose qui sera encore plus surprenant qu'aujourd'hui. Et déjà qu'on part de loin, aujourd'hui, 86% des embauches sont faites en CDD. Il faut l'avoir à l'esprit. Donc là, les ordonnances, l'architecture est dans la poursuite des précédents projets de loi. Alors par contre, ça ne marche pas trop pour l'emploi, la flexibilité, mais ça marche pour autre chose. C'est le projet inavoué. C'est la ponction que les actionnaires réalisent sur le travail. Parce que bien évidemment, par ces lois successives, on demande aux salariés d'en faire toujours plus.
d'accepter des baisses de salaire sans contrepartie sur le temps de travail, des augmentations du temps de travail sans contrepartie sur le salaire, d'accepter des conditions de travail toujours plus déplorables, et ça produit cet effet que depuis 3 ans, la France est championne d'Europe des dividendes versus actionnaires. Voilà. Nous ne sommes pas champions d'Europe de la relance de l'activité, mais de la relance de l'activité des actionnaires sur les marchés financiers, oui, nous sommes les champions d'Europe, il faut bien le savoir. Donc, juste un chiffre aussi que vous ayez à l'esprit sur ce dont on ne parle jamais. On parle beaucoup du coût du travail, on parle assez peu du coût du capital. Or, le coût du capital dans ce pays est exorbitant. Je le redisais, donc 80% des profits non investis. Les calculs des statisticiens nous disent qu'en moyenne aujourd'hui, un Français salarié travaille 26 jours par an pour rémunérer les actionnaires. C'était 9 jours en 1980. Pour vous montrer aussi cette fulgurante croissance exponentielle de la prédation finalement du capital sur le travail. Alors, sur la méthode des ordonnances, donc je disais projet d'habilitation, vous avez vu que Mme Pénicaud et le gouvernement s'étaient beaucoup enorgueillis du fait d'avoir fait des concertations magnifiques avec les organisations syndicales, lesquelles avaient duré des centaines d'heures avec des chiffres écrasants pour vous donner l'impression que finalement tout était parfait, tout le monde était d'accord. Alors moi j'ai bien noté, puisque pour le coup à l'Assemblée on a cet avantage aussi que les organisations syndicales, on a l'occasion de les auditionner, et j'ai noté que toutes les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, et quel que soit leur positionnement, eh bien, sont soit à minima déçus de ce projet de loi, soit carrément vent debout contre ce contenu. Et je vais volontairement prendre, par rapport à cette aide du gouvernement, ce que disait en sortant des concertations la CFE-CGC, je les prends eux volontairement, c'est le syndicat des cadres, qui disait en sortant, oui, nous sommes cordialement reçus, nous sommes poliment écoutés, mais nous ne sommes pas entendus. Et finalement, Emmanuel Macron a réussi ça. Il les prend un par un. Il n'y a jamais eu de réunion multilatérale, sauf pour annoncer le contenu d'ordonnance. Et puis, il dit, voilà, on a fait des magnifiques concertations. Mais tous, quand ils sortent, ont des réserves. Même la CFDT, que j'ai auditionné récemment, il y avait le rapporteur de la loi qui disait, donc, est-ce que vous seriez d'accord pour pérenniser à l'avenir cette méthode des ordonnances, cette concertation? Je dis non, pas du tout. Même nous, on n'est pas d'accord. Et notamment, eux sont vent debout sur la question du référendum dans les entreprises de moins de 20 salariés, qui est une espèce de gabegie pro-patronale. Et donc, on voit bien que même la méthode est contestée par les organisations syndicales. Sur le contenu, maintenant. Le premier axe principal des ordonnances, c'est l'aboutissement de ce qu'on appelle le renversement de la hiérarchie des normes. Alors, dans le dictionnaire macroniste, Mme Pénicaud vous dirait le dialogue au plus près du terrain. Mais nous, on assume et on dit c'est renversement de la hiérarchie des normes. Alors, c'est un peu compliqué, mais je vais tâcher de vous l'expliquer. Avant, vous aviez d'abord, en haut de la chaîne, vous avez la loi. La loi prévaut. Ensuite, vous aviez la branche et les accords de branche, par branche professionnelle, et en dessous de la branche, vous aviez l'entreprise. Et le principe, c'est qu'un accord de branche ou un accord d'entreprise ne peuvent se faire que s'ils sont plus favorables aux salariés que l'échelon supérieur. Autrement dit, pour que l'accord de branche se fasse, il faut qu'il soit encore plus favorable que la loi. Pour que l'accord d'entreprise se fasse, il faut qu'il soit plus favorable que la branche. Eh bien, la loi El Khomri avait déjà largement entamé ce dispositif. Eh bien, les ordonnances aboutissent finalement ce procédé, puisque maintenant, vous allez avoir énormément de choses qui vont pouvoir se discuter directement entreprise par entreprise. C'est-à-dire que vous rompez avec un cadre légal commun, vous allez avoir peut-être autant de règles que vous allez avoir d'entreprises. Et ça procède aussi, quand on parle entreprise par entreprise, à un dumping au sein même de la branche, puisque les entreprises d'une même branche vont pouvoir se faire concurrence sur les droits de leurs salariés. Alors par exemple, eh bien, notez-le, sur la question du CDI, qui est largement entamée, puisque les ordonnances procèdent déjà, ouvrent la voie à la fin du CDI, déjà que je viens de dire qu'il n'était pas très présent dans les nouvelles embauches, mais aujourd'hui donc, c'est 86% d'embauches en CDD, c'est un tiers des salariés de moins 25 ans qui ont le CDD, 60% des CDD qui concernent les femmes, et vous savez qu'aujourd'hui, le CDD, c'est régulé par la loi en termes de durée, 18 ou 24 mois, et surtout en termes de nombre de renouvellements maximum, qui est fixé à 2 CDD. Eh bien, figurez-vous que maintenant, cette compétence-là, de décider du nombre de renouvellements des CDD, ça va être remis dans les mains de la branche. Sauf que, est-ce que vous savez combien il y a de branches dans ce pays? Il y a à peu près 700 branches. Ça veut dire que vous allez avoir 700 lois, en fait, 700 règles différentes. Voilà ce à quoi procède cette loi. Ensuite, il y a également la question de la rémunération. Parce que oui, les ordonnances vont permettre aussi de baisser la rémunération dans les entreprises.
La loi El Khomri le permettait déjà s'il y avait difficulté économique, mais là, pour les primes d'ancienneté, le 13e mois, la prime de départ à la retraite, même les chèques vacances, tout ça va être discuté entreprise par entreprise. Alors, Madame Pénicaud nous dit, mais vous croyez que tous les patrons sont des voyous? Non, pas du tout. D'ailleurs, nous savons qu'il y a des entreprises dans lesquelles les employeurs vont jouer le jeu, assurément. Mais le rôle de la loi, c'est de légiférer pour tous les autres qui ne jouent pas le jeu. Et on sait déjà qu'ils sont nombreux dans les dispositifs actuels de la loi. Après, il y a également ce fait que quand Muriel Pénicaud défend le dialogue social, finalement, dans sa bouche, c'est comme si patron et employeur étaient à un niveau égal d'intérêt et de rapport de force. Or, vous savez bien que le propre d'un contrat de travail, c'est de signifier un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Et bien évidemment que chacun sait que, oui, dans l'entreprise, tout le monde ne se fait pas la guerre. Il y a des endroits où ça se passe très mal, des endroits où ça se passe très bien. Mais en tout cas, qui peut croire raisonnablement que vous allez arriver le matin dans l'entreprise et puis dire à votre patron « Salut Marcel, aujourd'hui on va aller discuter de mon salaire, ou on va dialoguer socialement de mes heures de travail ». Ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est aussi quelque part une pure invention. Et ils le savent très bien, ils savent que ça ne se passe pas comme ça. Ensuite, vous avez ce mensonge absolu qui est celui du CDI de chantier, qui n'a de CDI que le nom. Parce que le CDI de chantier, finalement, c'est l'extension à tous les autres domaines que le BTP, auquel il était jusqu'à présent réservé, d'un contrat qui est un nouveau contrat précaire. Où vous prenez ce qu'il y a de moins favorable dans le CDI et ce qui est moins favorable dans le CDD en termes d'indemnité, etc. Et une fois que votre tâche est terminée, eh bien, terminé, il n'y a plus de droit. Et certaines entreprises ont beaucoup poussé pour obtenir ce CDI de chantier. Un exemple que je prends souvent, certaines entreprises qui, dans le domaine informatique, envoient des prestataires d'entreprise à entreprise, eh bien aujourd'hui, ces salariés, entre deux missions, ont une continuité de leurs droits. Eh bien demain, avec le contrat de chantier, si elles sont sous contrat de chantier, entre deux missions, il n'y aura plus de continuité. Vous avez vu aussi que, concernant la politique du logement, ils veulent préparer le bail précaire, qui fait que non seulement vous allez retrouver peut-être avec le fait de perdre votre activité, vous perdrez aussi votre logement. Bon courage ensuite pour rebondir. Le fait peut-être le plus grave, qui a le plus marqué l'opinion sur les ordonnances, c'est la barémisation des dommages et intérêts au prud'homme. Ça, c'est quelque chose d'absolument grave et qui révulse l'opinion à raison. Il s'agit de fixer à l'avance finalement le prix d'un préjudice, puisqu'on donne un barème pour les dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Il faut rappeler que dans ce pays, licencier, on a le droit de licencier existe, il est encadré par la loi, mais là on parle des licenciements abusifs. Ça veut dire qu'on va avoir demain ce phénomène que, oui, dans une entreprise, on pourra savoir à l'avance combien va coûter finalement le fait de se séparer d'un salarié. Et on peut imaginer, parce qu'il faut l'imaginer, que dans des boîtes où il y a des salariés qui pourraient, vous savez, être prétendument gênants, des gens qui agitent les drapeaux, qui sont prêts à se mobiliser, eh bien on pourrait savoir à l'avance combien ça va nous coûter de nous en séparer. Voilà ce qui va se produire. Donc j'ai dit licenciement facilité, baisse de la rémunération. Un dernier point important de la loi sur les ordonnances, c'est la fusion des instances représentatives du personnel. Aujourd'hui, vous avez 3 instances qui ont leurs compétences propres, leurs délégations propres, leur durée de fonctionnement propre. Vous avez le comité d'entreprise, lequel avait déjà été beaucoup attaqué par la loi El Khomri, qui avait fait qu'il était passé avant vraiment un lieu où les salariés avaient droit de pouvoir à finalement une courroie de transmission de la vision patronale dans l'entreprise. Mais le CE, le CHSCT, Comité d'hygiène et de sécurité, dans un contexte où on sait quand même ce qu'est la situation sanitaire de ce pays, ce qu'est également la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. On a en ce moment la polémique sur tout ce qui se fait en termes de harcèlement. Je vous prie de croire que les CHSCT étaient en pointe, y compris sur ces questions dans les entreprises. Et les délégués du personnel. Eh bien, vous allez avoir maintenant une seule instance fusionnée. Et bien sûr, c'est pour gagner en efficacité. Et ça va aussi produire ce fait que vous contournez celles et ceux qui aujourd'hui sont identifiés dans les entreprises pour parler et représenter les salariés. Voilà ce qui se fait. Alors à chaque fois, tout ça nous est présenté comme des avancées. Mais on voit bien ce qu'il en est derrière. Et il faut toujours un traducteur macronien, vous savez, parce que sinon tout est toujours favorable aux salariés. Mais quand on regarde de très près ce qui peut se faire, c'est sans précédent. Et la loi sur les ordonnances, c'est vraiment l'aboutissement d'un processus de ce point de vue. Ça procède à un bond en arrière de 100 ans sur les acquis sociaux. Alors vous savez, on me dit souvent, oui, vous êtes les utopistes de la bande. Moi, je redis tout le temps que finalement, compte tenu du diagnostic que nous posons et des solutions que nous proposons, nous sommes les plus raisonnables. Les excessifs sont au pouvoir. Et ça, il faut sans cesse le rappeler. Parce que ça fait longtemps qu'ils mènent cette politique. Et on voit ce que ça provoque. On voit ce que ça provoque en termes d'emploi, on voit ce que ça provoque en termes de pauvreté, on voit y compris ce que ça provoque en termes environnementaux. Donc les ordonnances, vous l'avez compris, il y a eu une mobilisation
Nous-mêmes, nous y avions largement participé. Il y a eu des mobilisations au mois de septembre qui sont au niveau de ce qu'avaient été les premières mobilisations contre la loi El Khomri. Mais finalement, la mobilisation n'est pas au niveau attendu. Il y a dans la société de multiples mobilisations éparses. Différents secteurs se mobilisent. On a vu les retraités, les fonctionnaires. Mais il y a, moi j'en suis convaincu, sur la table tous les ingrédients pour venir à bout de bien des politiques menées par ce gouvernement. Mais il faut une convergence. Et aujourd'hui, tout est organisé pour éviter cette convergence. Donc là, l'agenda, il est très simple. La semaine prochaine, donc cette semaine, dès demain, on attaque en commission l'examen des ordonnances avant qu'elles ne reviennent devant l'Assemblée nationale, devant l'hémicycle. La semaine du 20 novembre, elle repasse dans l'hémicycle et si c'est fait, cette fois, ça a force de loi et c'est plié. Il y a une mobilisation appelée le 16 novembre et bien évidemment, il faut y être puisqu'elle fait suite à une intersyndicale. Plusieurs syndicats appellent à la mobilisation et finalement, ce sera aussi l'occasion pour d'autres secteurs de la société, je pense aux collectifs sur les APL, etc., de se mobiliser. Donc je vous y appelle largement. Nous ferons le travail à l'Assemblée sur les ordonnances, mais il y a nécessité d'une mobilisation dans le pays. Je viens au deuxième grand point de la politique du gouvernement que je vais évoquer avec vous ce soir, qui est la politique budgétaire. Vous avez entendu que nous sommes en pleine séquence du budget à l'Assemblée nationale. C'est cette séquence qui est une véritable essoreuse pour les parlementaires qui s'y impliquent. C'est une séquence qui revient tous les ans à l'Assemblée. La période d'automne à l'Assemblée, c'est la période où on discute du budget. Donc il y a le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale, les deux constituant la séquence budgétaire. Alors, ce qu'il faut savoir sur la question budgétaire, c'est que bien évidemment, tout est dicté par la règle des 3% de déficit de l'Union européenne. Et il faut insister sur le caractère, y compris irrationnel de ça, parce que ça a été dit, les 3% de déficit, le chiffre de 3%, a été décidé en 1981 sur un coin de table, et ça aurait très bien pu être un autre chiffre. Ceux-là même qui l'avaient défini ont dit ça aurait pu être 3, comme ça aurait pu être 5 ou un autre chiffre. Mais parce qu'on a fixé 3, eh bien toute la logique budgétaire veut qu'on respecte ces 3%. Et ils sont prêts à couper absolument tout et n'importe quoi, sans se poser la question des besoins réels, si compter qu'on respecte ces 3%. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des marges de manœuvre qui sont complètement limitées, qui font applaudir des deux mains Jean-Claude Juncker, mais les politiques d'austérité se poursuivent d'abord par ce fait-là. Donc la rigueur budgétaire se poursuit, les politiques d'austérité se poursuivent, mais surtout, ce qu'il faut bien noter, l'opinion a enregistré qu'Emmanuel Macron était le président des riches. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, et je vais essayer de vous le démontrer. C'est plus que ça parce que, plus qu'être le président des riches, ils organisent un transfert de richesse des plus pauvres vers les plus riches. Je prends un exemple marquant. Quand Bruno Le Maire vient vers nous dans l'hémicycle et nous dit « Oui, nous allons redistribuer 400 millions d'euros aux 1000 premiers contributeurs de l'impôt de solidarité sur la fortune. » Très bien. 400 millions d'euros, notez-le, c'est exactement ce que va récupérer l'État en sucrant 5 euros des APL de ceux qui en ont le plus besoin. D'accord? C'est exactement le même montant. Donc ce budget, il est effectivement un budget pour les riches du fait d'un puissant déséquilibre. Et je veux vous le démontrer. Le gouvernement fait un pari absolument fou, qui est celui de dire on va alléger plus que jamais la fiscalité sur le capital. Bruno Le Maire s'est même payé le toupet de nous dire dans l'hémicycle c'est la seule politique qui n'a jamais été essayée en France. Ce qui est absolument faux, parce que l'ère Sarkozy avait déjà été une ère de multiplication des niches fiscales, et Hollande n'y était revenu que dans une mesure qui est vraiment très faible. Donc c'est faux de dire que l'on n'a pas déjà allégé la fiscalité sur le capital. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire se font les défenseurs, au XXIe siècle, d'un vieux théorème des années 70, qui est le théorème de Schmitt, qui dit que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Je viens de vous dire tout à l'heure que ce théorème était déjà réfuté par les faits, puisque 80% des profits ne vont pas vers l'investissement. Donc déjà, à la base, le fait de dire qu'il y a un vase communicant entre profit et investissement, c'est faux. Mais pire que ça, c'est un budget qui repose sur la croyance. Sur la croyance, parce que oui, Bruno Le Maire nous a dit, oui, nous croyons qu'en allégeant la fiscalité sur le capital, il y aura un retour sur investissement. Je suis désolé,
Je refuse, dans un pays qui compte 9 millions de pauvres, que toute la politique budgétaire repose sur la croyance. C'est un pari qui est beaucoup trop hasardeux. Si on cumule les deux principales mesures budgétaires pour les plus riches que fait ce gouvernement, et qu'on y ajoute d'autres mesures, notamment la fin de la taxation sur les transactions financières, ça fait en tout à peu près 9 milliards d'euros qui vont être redistribués dans les poches de ceux qui ont beaucoup ou du capital. C'est l'OFCE qui avait calculé que la moitié des baisses d'impôts auxquelles procède Emmanuel Macron vont profiter aux 10% les plus riches. D'une part, vous avez un truc que la droite n'avait pas osé faire, et qu'Emmanuel Macron fait, la droite en avait rêvé et lui le fait, qui est la suppression de l'ISF. Sur ce cas, comme sur bien d'autres, je veux vous dire ma conviction intime. Je pense qu'Emmanuel Macron, sur toute sa politique, peut aujourd'hui, à la faveur de la nouveauté qui est la sienne, du nouveau costume qu'il arbore, et du fait qu'on n'arrive pas bien à définir ce qu'est En Marche, je suis persuadé qu'Emmanuel Macron, finalement, a plus de marge de manœuvre qu'un gouvernement de droite. Je pense qu'aujourd'hui, un gouvernement de droite n'aurait pas eu la capacité d'aller aussi loin. Mais il y a cet effet un peu de sidération, parce qu'Emmanuel Macron, c'est nouveau, il nous promettait un vrai chamboulement, donc on va lui accorder un peu de crédit, on va lui laisser un peu de temps. Et donc, quelque part, il est un peu un nouveau joker pour le système libéral, qui avait bien compris qu'en étant incarné soit par le Parti Socialiste, soit par la droite, finalement, ça fonctionnerait plus bien, et que là, il a trouvé son joker pour poursuivre les mêmes politiques. Donc, sur la suppression de l'ISF, plus exactement, pour être très exact, on ne supprime pas l'ISF, en fait, on transforme l'ISF en impôt qui ne va être considéré que sur les valeurs immobilières. Aujourd'hui, il y a y compris les valeurs mobilières, et bien là, on va taxer que les valeurs immobilières. Ça représente une redistribution de 3,5 milliards d'euros. Alors, y compris Pierre Gattaz, courait les plateaux télé pour dire oui, mais l'ISF, aujourd'hui, c'est confiscatoire, c'est un vrai poison pour l'économie. Alors moi, j'ai bien noté, la Direction générale des finances publiques avait mesuré que seulement 0,2% des assujettis à l'ISF partaient chaque année. Calcul fait rapidement, c'est un manque à gagner, ceux qui partent à cause de l'ISF, de 170 millions d'euros. Donc tenez-vous bien, puisqu'ils nous disent qu'il faut éviter qu'ils partent, ça nous coûte trop cher, 170 millions d'euros. Donc pour éviter de perdre 170 millions d'euros, ils vont supprimer l'ISF et ils vont perdre 3,5 milliards. Toute logique, là, bien sûr, est entendue. Et ensuite, il y a le deuxième grand point qui est ce qu'on a appelé la flat tax, le prélèvement forfaitaire. C'est, comprenez là aussi, c'est assez technique, c'est on arrête de taxer le capital de manière, et les revenus du capital de manière progressive. Aujourd'hui, l'impôt, par définition, il est progressif. Et là, on applique une taxe à taux unique de 30%. Ce qui fait aussi une redistribution de richesse. Ça avait été quantifié à 1,5 milliard, 4 milliards. Et puis vous avez peut-être vu cette tribune de l'économiste Glucksmann dans Le Monde qui a dit que, compte tenu des effets d'aubaine que ça va représenter, eh bien, ça pourrait aller jusqu'à bien plus, voire même peut-être 10 milliards. Cette flat tax, c'est aussi un véritable cadeau qui est fait au capital. Avec cette idée que, encore une fois, en allégeant la fiscalité du capital, on va permettre d'investir. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises se financent d'abord et avant tout par l'emprunt bancaire. Et que l'activité spéculative sur les marchés boursiers, c'est essentiellement du rachat-vente, c'est pas du financement de nouvelles activités. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est ostensiblement de l'ordre du cadeau, sans contrepartie demandée. Et puisqu'on parle de cadeau sans contrepartie, peut-être que vous vous souvenez du CICE. Le CICE, Crédit d'impôt, compétitivité, emploi, celui qui faisait que M. Gattaz portait son pins où il promettait 1 million d'emplois, eh bien aujourd'hui on peut en tirer quelques conclusions. Le CICE aura coûté à nous tous, contribuables, 67 milliards d'euros, et il aura permis, selon France Stratégie, de créer ou de maintenir entre 10 000 et 200 000, c'est déjà une fourchette, entre 10 000 et 200 000 emplois. Si on fait la moyenne, ça veut dire que tout emploi créé ou maintenu grâce au CICE aura coûté la bagatelle de 330 000 euros. C'est 8 fois plus cher que les emplois créés lorsqu'on a diminué le temps de travail et lorsqu'on est passé aux 35 heures. C'est vous dire du coup la fumisterie absolue de cet argument y compris. Donc on le voit bien, c'est un budget qui repose sur la croyance de cette théorie du ruissellement qui veut que si on favorise les plus riches et ceux qui ont le plus de capital, alors de fait, ça va ruisseler vers l'économie. On voit bien qu'en réalité, ça ne s'est jamais fait et qu'en ne demandant pas de contrepartie ni de fléchage vers les investissements productifs ou vers les PME et TPE, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Et c'est la raison pour laquelle, et de ne pas avoir le temps de le détailler ce soir, sinon je serais beaucoup trop long, mais la France Insoumise a développé la semaine dernière un contre-budget complet qui dit en gros ce que nous aurions fait si nous étions aux manettes. Y compris parce que, il faut que vous le sachiez, dans les débats parlementaires, eh bien, sur la question budgétaire, nous sommes hyper limités. Puisqu'il y a l'article 40 de la Constitution qui vous empêche en tant que député d'amender dans le sens de nouvelles charges.
sinon qu'elle soit gagée ou compensée. Donc en fait, ça fait que vous avez très peu de marge de manœuvre en réalité sur un texte budgétaire. Donc là, on a pris le temps de sortir ce document, il est disponible sur Internet, puisque je ne veux pas être encore plus long que je l'ai déjà prévu d'être ce soir, je vous invite à aller le regarder. Ce que je peux vous dire simplement pour faire court, c'est qu'entre le budget de Macron et entre le nôtre, il y a, oui c'est vrai, deux modèles qui s'affrontent. D'un côté, je viens de le dire, la théorie du ruissellement, on favorise le capital, on accélère le libre-échange. C'est Emmanuel Macron. De l'autre côté, on relance l'activité par le partage des richesses et par la planification écologique. Ça, c'est le contre-budget de la France insoumise. Et y compris pour être relativement peu contestable dans notre honnêteté, dans la manière d'avoir construit ce contre-budget, ayez à l'esprit que nous avons été très prudents dans nos calculs, et nous avons joué, j'ai envie de dire, dans les règles du jeu de l'adversaire. C'est-à-dire que, y compris, vous le verrez, avec ce budget, nous sommes bons élèves en matière de déficit et de dette, alors que nous prévoyons toutes sortes de politiques, notamment en termes de protectionnisme solidaire, en termes de réorientation de l'Europe, qui ferait que nous pourrions nous exonérer de ces critères. Mais si vous voulez, pour éviter que les journalistes, les médias et le grand public finalement ne balayent ça d'un revers de la main en disant bah, de toute façon c'est facile, vous respectez aucune règle. Si, là nous respectons leurs règles et avec leurs règles, on montre combien on peut faire autrement, combien on peut aller vers la planification écologique, combien on peut relancer l'activité autrement qu'en faisant les ordonnances absolument rabougries qui nous préparent. Je termine sur d'autres points rapides de ce qu'a commencé à faire ce gouvernement. Je ne reviens pas trop longtemps sur la question de la sécurité. Je pense que mes camarades Hugo Bernalicis et Daniel Obono ont déjà eu l'occasion d'être assez complets sur le sujet. Simplement le résumer en ces termes, c'est que Emmanuel Macron avait promis la fin de l'état d'urgence. Donc oui, il a mis fin à l'état d'urgence. Et pour finir avec l'état d'urgence, il a instauré l'état d'urgence. C'est ce qui s'est produit en réalité. Puisque à l'état d'urgence exceptionnel, a été substitué l'état d'urgence permanent. On a, alors que nous disions que le droit commun en l'état permettait de lutter contre le terrorisme, parce que ça aussi il faut le dire, dans le débat sur le terrorisme, si vous n'étiez pas d'accord avec ceux qui sont pour la surenchère sécuritaire, on vous taxait comme on nous a taxés, d'islamo-gauchistes. Et ça c'est quelque chose qu'on doit absolument refuser. Vous avez en face de vous, comme dans tout le groupe La France Insoumise, des républicains jusqu'au bout et des laïcs convaincus. Et personne ne peut prétendre que dans cet hémicycle, quelqu'un souhaite que des attentats soient proférés. Nous sommes pour la sécurité, mais nous disons simplement que pour la sécurité, y compris pour la sécurité, il faut en revenir à une politique de la raison et pas à cette politique des coups de menton. Et nous avons développé tout un programme là-dessus aussi, sur les questions de prévention, sur tout ce qu'on peut faire en amont. Et parlons-en, puisque ça fait le lien avec le budget, l'éducation nationale, la sécurité sociale. Il y a bien des choses qu'on peut faire pour renforcer les anticorps républicains en amont. Vous savez que par exemple, notre amendement sur la question de Lafarge n'a pas été voté. Lafarge, c'est ce cimentier qui a été rançonné par Daesh pour pouvoir maintenir son activité en Syrie et qui a payé Daesh pour pouvoir continuer à maintenir son activité. Figurez-vous que la dernière fois, je sors de l'hémicycle, je découvre que dans la cour de l'Assemblée nationale, il y a un cimentier qui travaille en ce moment. Devinez lequel? Voilà, et ça, il n'y a personne pour voter avec nous sur ce sujet-là. De la même manière que pour évoquer les questions géopolitiques et tout le reste en matière de sécurité. Quand nous avions voté des lois sécuritaires, les 16 lois antiterroristes que nous avons derrière nous, aucun bilan n'a été fait. Et on a beau essayer de se couper les cheveux en quatre pour savoir comment on va après coup fouiller les coffres des bagnoles, etc. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'empêche pas les attentats. Malheureusement, vous avez bien vu que pendant que nous votions cette loi, il y a eu les terribles attaques de Marseille. Donc à un moment donné, je pense aussi que sur ces questions, on pourrait peut-être nous écouter avec moins de caricatures. Je termine sur la question écologique, puisque Emmanuel Macron s'est présenté comme le garant des accords de Paris sur le climat. Je vous ai dit tout à l'heure que l'ONU était y compris très pessimiste sur le sujet, et il est vraiment temps d'assumer que, comme nous le disions il y a quelques années, ils prétendent mener le capitalisme vert, mais dans le capitalisme vert, le problème ce n'est pas la couleur. Le problème c'est bien le capitalisme lui-même, qui par essence est productiviste, qui par essence provoque ce phénomène qu'on accroît la prédation toujours plus importante de l'activité humaine sur la planète. Alors la situation climatique, elle est catastrophique, et il est vraiment grand temps d'opérer une bifurcation totale. Et Emmanuel Macron, de ce point de vue, eh bien, procède d'une véritable hypocrisie, puisque alors qu'il pérore sur le fait qu'il sera le garant des accords de Paris sur le climat, il accepte dans le même temps que soit appliqué le traité de libre-échange CETA avec le Canada, dont tous les experts indépendants nous disent qu'en l'état, si ce traité est appliqué, eh bien, les accords de Paris ne seront pas respectés.
Sachez par ailleurs qu'aujourd'hui, et dans l'opacité la plus complète, ce traité de libre-échange est à 90% appliqué aujourd'hui. Puisque le Parlement européen l'a voté, sans que les parlements nationaux puissent se prononcer, eh bien aujourd'hui, sachez-le, il est appliqué à 90%. Ça veut dire que, y compris les normes en matière d'OGM, de saumon transgénique, dont les Canadiens font déjà beaucoup preuve, eh bien aujourd'hui, on est déjà sous couvert de ce traité. Alors oui, le Parlement national va bientôt devoir se prononcer, mais sur les 10% restants, qui sont, je l'admets, le plus catastrophique. Parce que ces 10% restants, c'est les tribunaux d'arbitrage qui vont permettre à des multinationales de porter plainte contre des États dans une juridiction privée, parallèle, pour venir mettre à sac des lois des États. Il y a ce type de traité aujourd'hui entre le Canada et les États-Unis. Figurez-vous qu'une entreprise américaine avait investi sur le sous-sol canadien pour exploiter le gaz de schiste. Entre-temps, l'opinion s'était mobilisée en disant « Mais attendez, vous avez vu le bordel que ça fout aux États-Unis, le gaz de schiste? Vous avez vu ce que ça fait en Pologne? On n'en veut pas. » Finalement, le gouvernement canadien a légiféré sur les gaz de schiste, a dit « Nous ne les appliquerons pas. » Eh bien, l'entreprise américaine a dit « Très bien, vous ne les appliquez pas, il n'y a pas de souci. » Sauf qu'entre-temps, il y a cet accord de libre-échange entre nous, et donc nous allons porter plainte parce que pour nous, c'est autant de manque à gagner, et le contribuable canadien paye cette entreprise alors que l'entreprise américaine n'a pas foré un seul trou. Voilà, ça veut dire que demain, des lois étatiques peuvent être mises en cause dans une juridiction privée réservée aux multinationales. Voilà ce qu'on vous prépare. Autant dire que demain, vous pouvez voter pour qui vous voulez. Il n'est pas sûr que la politique ait grand pouvoir alors qu'elle est déjà bien mise à mal. Voilà, j'ai fait un tableau à peu près généraliste. Je vois qu'il est plus que temps que je m'arrête. Je pourrais tenir comme ça bien longtemps, et peut-être qu'on aura l'occasion de discuter dans d'autres lieux et dans d'autres circonstances. Juste pour terminer, vous dire que la France Insoumise est à l'action, qu'elle n'est pas un parti politique, qu'elle ne prétend pas être un nouveau parti politique, qu'elle est un mouvement, qu'il n'y a pas d'ailleurs d'antinomie entre le fait d'être membre d'une organisation et de participer à ses actions. Elle a développé son programme, elle a un conseil scientifique par ses multiples livrets qui continue, dans lequel vous pouvez toutes et tous vous engager. Nous voulons nous tourner vers l'extérieur, éviter ce phénomène des partis politiques, vous savez, qui tournent beaucoup sur eux-mêmes, en mode centrifugeuse, mais être toujours tournés vers l'extérieur. Parce que oui, nous le pensons, aujourd'hui nous sommes l'opposition, et demain nous serons au recours. Bien souvent dans l'hémicycle, je trouve que ça manque de politique. Parfois je ferme les yeux et je me dis, mais Adrien, en fait, tu es tombé dans un conseil d'administration, pas à l'Assemblée nationale. Et alors je me remémore les mots de Jean Jaurès, qui siégeait dans cet hémicycle, et dans son discours à la jeunesse, il disait, je le cite, puisque vous êtes devant moi ce soir et la plupart d'entre vous sont des jeunes étudiants, Jaurès nous disait, dans son discours à la jeunesse, « L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. » Alors, en mouvement les amis. Merci.